Le film de Roman Polanski qui raconte la vie au cœur du ghetto juif de Varsovie sort ces jours-ci dans les salles de Suisse romande. Et ce matin, les élèves du gymnase Auguste Picard à Lausanne ont pu rencontrer un autre témoin, le dernier témoin vivant de cette page terrible de l'histoire, Marek Edelman, âgé aujourd'hui de 81 ans. Nathalie Elfer, Pierre Smet. C'est avec plaisir que je regarde toutes tes copines. Marek Edelman ne perd pas son sens de l'humour malgré son passé. Il est le dernier survivant de l'état-major juif qui, en avril 1943, résista désespérément aux Allemands dans le ghetto de Varsovie. Un récit poignant, profondément humain, qui a marqué les gymnasiens. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Alors c'était son sourire, parce qu'il a pu garder le sourire après toutes ces épreuves qu'il a vécues. C'était une vie de malheur, de ces années de terreur. Ça m'impressionne et puis il me fait penser à mon grand-père qui a vécu plus ou moins les mêmes choses. Ce qui a poussé la résistance, ce qui a élevé la résistance, je crois que c'est plutôt l'amour de la dignité humaine, l'amour de ce qu'ils étaient et de comment ils se respectaient. Plus facile de réaliser à travers quelqu'un qui est là en face de vous qu'à travers des documentaires? À travers quelqu'un qui a vécu et qui fait tout vraiment pour nous faire prendre conscience de ce message qui nous montre une souffrance et qui malgré tout nous montre qu'il a réussi lui-même à la surmonter, ce qui n'empêche que c'est arrivé et ça arrive encore actuellement, ce genre de problème. Donc quelque chose ne joue pas dans la conscience humaine. D'abord, c'est important pour les jeunes eux-mêmes, parce que demain, ce sont eux qui vont gouverner le monde. Il faut qu'ils ne répètent pas les mêmes erreurs. Est-ce que vous estimez être un porte-parole? Un porte-parole de la vie. Merci beaucoup. Marek Edelman est reparti vers son pays, laissant aux étudiants un témoignage, héritage à ne jamais oublier. Les joueurs de tennis, comme n'importe quel autre sportif d'ailleurs, se doivent de connaître le succès dans les ligues inférieures avant d'envisager de disputer des tournois professionnels. En tennis, on appelle ça le circuit satellite, dont une 3e édition se déroule en ce moment en Suisse romande. L'occasion de se convaincre, si besoin est, que ça n'est vraiment pas simple d'arriver à jouer à Wimbledon. Nathalie Elfer. Federer, Rosset ou Kratochvil, ils ont tous foulé un circuit satellite. Stanislas Wawrinka a gagné la première étape du circuit qui s'est déroulé à Genève. Numéro 1 des Suisses de moins de 18 ans, il a commencé le tennis à 8 ans et se consacre aujourd'hui entièrement à son sport. Pour pouvoir être joueur professionnel, je pense qu'il faut être dans les 200 premiers ATP pour pouvoir vivre en jouant. Mais plutôt être dans les 100 pour pouvoir gagner suffisamment d'argent pour après. Mais la route est longue. Elle comprend 3 étapes de qualification à Carouge, puis Écrissier avant la finale. Ça leur permet de marquer leur premier point ATP. Et avec ces points qu'ils marqueront sur des circuits satellites, ils auront l'opportunité d'entrer sur des tournois plus élevés dans la hiérarchie mondiale. L'enjeu est de taille. Les joueurs viennent de toute l'Europe pour participer à cette chasse aux points ATP. Si nous ne le faisons pas en Suisse, les joueurs suisses sont obligés de s'expatrier à l'étranger, en Espagne, en Italie ou dans n'importe quel coin du monde. Mais à l'étranger, bien souvent, les jeunes joueurs suisses n'ayant pas encore de points vont se trouver barrés par d'autres joueurs, les nationaux du pays où le tournoi est organisé. La semaine prochaine, ils ne seront plus que 24 à disputer la finale de Montreux. Parmi eux, il y aura Stanislas Wawrinka. Ce week-end, une 70aine de communes dans toute la Suisse proposeront une journée sans voiture, parmi la ville de Lausanne, qui depuis quelque temps essaye déjà de favoriser les cyclistes, avec notamment sur le pont Chaudron, une piste mixte qui est ouverte à la fois aux cyclistes et aux piétons. Nathalie Elfer. La municipalité lausannoise joue une carte audacieuse. Elle met à l'essai ce trottoir où la cohabitation piéton-vélo n'est pas gagnée d'avance. C'est assez utile, c'est mieux que de rouler sur la grande route et les piétons généralement ils sont pas sur la piste cyclable donc ça va sans problème. Moi je trouve que c'est une très bonne idée parce que ici on a vraiment encore assez de place pour les piétons. C'est un petit peu dangereux parce qu'on va pas tous dans le même sens. On a essayé de mettre ça en expérience. Pour l'instant les gens réagissent assez bien. Nous n'avons pas eu de lettres ou de remarques à ce sujet. Et puis nous allons évaluer ça d'ici la fin du mois d'octobre pour voir dans quelle mesure c'est possible de la rendre tout à fait, d'imaginer sa pérennité. Lausanne, qui prône la diminution du trafic automobile au centre-ville, ne doit pas se contenter de plancher sur l'aménagement urbain. Ce serait important que la ville fasse un peu de prévention
l'attitude des automobilistes face aux cyclistes, les respecter, se dire que la vie d'un cycliste vaut peut-être plus que 15 secondes d'attente au feu rouge un peu plus loin. Le vélo, il ne prend pas de place, on le parque où on veut en 2 secondes et puis ça maintient les gens en bonne santé. Donc on pense que c'est vraiment souhaitable maintenant, à l'avenir, de favoriser l'usage du vélo. En Suisse, en 2000, 35 cyclistes et 104 piétons sont décédés des suites d'un accident de la circulation. Madame, Monsieur, bonsoir. Ils arrivent tous les jours par centaines dans les villes d'Europe, ces clandestins poussés par la misère et guidés par des passeurs. La nuit dernière, des habitants de la banlieue lausannoise ont été intrigués par 2 véhicules. C'est là que la police les a trouvés cette nuit, avant de les confier à la protection civile. Ces gens étaient très désemparés, ils avaient beaucoup d'heures de voyage derrière eux, le ventre vide, les enfants dormaient dans les bras des parents. Les femmes étaient très soucieuses de voir que leurs enfants n'étaient pas dans de bonnes conditions. Et nous avons tout fait pour améliorer cette situation. Et ça a été très reconnu. Ces gens-là se sont montrés très sympathiques, très coopérants, polis, propres. Dans la nuit, on s'organise comme on peut. Un repas sommaire, une douche, un lit. Ce n'est pas un exercice, c'est la triste réalité. En tant que grand-père, en voyant ses enfants, je dois dire que ça m'a fait un gros coup au cœur, parce qu'un enfant, quel qu'il soit, fait toujours plaisir à voir, mais quand on les voit comme ça, tout barbouillé, tout désemparé, tout endormi, eh bien, on remet tout ce qu'on a dans les tripes pour améliorer la situation. Les clandestins ont été ensuite pris en charge par le centre pour requérants de Valorbe, où leurs demandes d'asile seront enregistrées. Seront-elles acceptées? Ça, c'est une autre affaire. Pour la Suisse, en effet, la Roumanie ne fait pas partie des pays à risque. La chicha, appelée aussi narguilé, sans distinction de sexe ou de race, beaucoup appréciée. On prend le temps, on parle, on s'adonne au jeu de passe-passe avec le tuyau. Fumer la chicha, boire du thé et discuter, vive la détente. Donc je fume quand j'ai des amis qui viennent à la maison, parce que c'est convivial, on prend un verre et puis on fume. La première fois que j'ai goûté à une chicha, ça avait un goût très agréable, le tabac était parfumé, j'ai découvert par la suite que c'était du tabac à la pomme, c'est très fruité, j'adore ça. Égyptien, Yasser Saleh arrive en Suisse en 1999 avec ses chichas dans les bagages. Avec sa femme, il ouvre un magasin à Lausanne et depuis, on vient de loin pour fumer chez lui. Nous avons vendu de plus en plus de chichas au magasin, donc on s'est dit qu'il y avait vraiment de la demande et puis qu'il fallait faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas le narguilé lors des festivals. Et c'est une ambiance qui se prête tout à fait pour ceci. Le foyer est rempli d'un mélange de tabac pur et de miel. On y ajoute diverses essences fruitées ou épicées. La fumée, refroidie et purifiée dans un flacon d'eau, est aspirée par un long tuyau. Il y a une grande différence avec la cigarette. La fumée de cigarette est très âcre, tandis que le tabac de la chicha est très doux, vraiment parfumé, et c'est ça qui me plaît. Tabac brut ou tabac aux fruits, fumer la chicha reste tout de même du tabagisme. Fumer la chicha est mieux que la cigarette du fait qu'il n'y a pas de chimique. Donc le tabac est mélangé est sous forme de molasse, est mélangé avec du miel, donc c'est naturel. Comme avec tous les plaisirs, les sages égyptiens recommandent d'éviter l'excès. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvelle difficulté pour le parc médiéval de Moudon. On se souvient qu'il avait dû fermer temporairement pour vice de procédure. Il y a eu des soucis financiers. Les visiteurs sont moins nombreux que prévu. Et puis, il y a également désormais un litige qui a été porté devant la justice par des ex-employés du parc médiéval. Nathalie Effer. C'est la révolte chez des ex-employés du parc médiéval de Moudon. Engagés comme animateurs cet été, ils ont été évincés du projet. Aujourd'hui, ils réclament justice. Tout ce qu'on a apporté de nôtre, de personnel, ils l'ont traité comme de l'individualisme. Donc nos qualités personnelles ont toutes été utilisées contre nous, d'ailleurs, pour nous licencier après avec des motifs un peu étonnants. On a essayé de discuter, de trouver une transparence, un terrain d'entente. Il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu de remise en question, jamais de la direction. On a eu l'impression que quand le bateau a commencé à couler, on a jeté par-dessus bord les marins. Il nous fallait des animateurs proches des spectateurs, des visiteurs, alors qu'on avait des gens un petit peu trop médiévalistes qui pensaient peut-être plutôt à eux que de faire, mettons, le travail qu'on voulait.
Malgré tout, les anciens animateurs croient au projet, mais regrettent sa réalisation. Ce que je garde surtout sur mon cœur, c'est que le sacrifié de l'histoire, c'est le public, en premier lieu. Si vous achetez un billet pour aller au théâtre, vous n'allez pas au théâtre pour voir un décor, mais un spectacle. Et puis le parc de Moudon, il offre un décor sans spectacle. Il faut peut-être partir peut-être mal pour aller, mettons, de l'avant et puis profiter de ces mauvaises expériences pour être plus fort pour la suite. Donc vous admettez que vous êtes mal parti? Ah oui, tout à fait. Alors, tout à fait, oui. Certains licenciés ont fait appel à un avocat. D'autres ont ouvert une action à l'encontre du parc pour licenciement abusif. Une première séance de conciliation s'est déroulée la semaine dernière. Aucun accord n'a été trouvé. Une audience de jugement aura lieu début novembre. La bataille ne fait que commencer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Veillon va donc supprimer 194 emplois d'ici à la fin de l'année prochaine à Bussigny, à côté de Lausanne. Le numéro 2 de la vente par correspondance en Suisse a décidé de fusionner sa centrale logistique avec le lucernois Ackermann, ce qui entraînera la fermeture du centre de Bussigny. Guy-Olivier Chapuis. On est choqués, qu'est-ce qui se passe, mais on ne peut rien faire. La tristesse plutôt. C'est la direction la plus grande responsable. Elle n'écoute pas les gens. Quand on nous dit quelque chose, il dit tout de suite, il y a des gens plus hauts pour voir ça. Moi je crois qu'ils sont tous aveugles. On ne peut rien faire. Maintenant il faut demander, c'est à la direction. On savait l'entreprise en difficulté, mais personne ne s'attendait à une telle décision. La direction n'avait rien laissé transpirer de ces négociations avec Ackermann. Les employés sont consternés, les syndicats ulcérés. En réaction de surprise et de consternation, nous avons appris cette nouvelle très grave ce matin par la commission du personnel. On n'a eu encore aucune communication officielle de la direction. Du point de vue du syndicat, on peut déjà dire que nous sommes opposés à cette restructuration. Pour amortir le choc, la direction propose de débloquer 3,8 millions de francs. Un plan social non négligeable. Mais n'aurait-on pas pu éviter autant de licenciements ? Nous sommes confrontés à des concurrents qui sont jusqu'à 200 fois la dimension de Veillon. Les groupes allemands, Otto, Quelle, c'est 200 fois Veillon. C'est des gens qui sont dans 30 pays différents. Donc nous sommes confrontés à une concurrence d'une rare violence. Et nous ne pouvions pas faire autrement en fait, que de rationaliser cette fonction logistique. Dans 8 mois, la halle de stockage et de distribution sera fermée. Il ne restera plus à Bussigny que des activités administratives et de marketing. Un wagon de train, c'est l'originalité de la pièce de théâtre Le Voyage. Ici, les spectateurs deviennent les compagnons de route des comédiens et les témoins indiscrets de leurs histoires. Nathalie Elfer. Mais on n'a pas idée de voyager en train avec une plante pareille. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de place dans ces compartiments. Alors... Scène de la grogne ordinaire pour un voyage extraordinaire. Ici, les acteurs se mêlent au public en toute intimité. Mais quelle maladie! À chaque arrêt virtuel, le spectacle change de compartiment. C'est une situation difficile parce qu'on est en situation de proximité, donc on est dans le vif de certaines émotions. Donc je dirais que c'est particulier. Un voyage dans la conscience humaine, sans concession, une sorte de striptease ferroviaire. C'est des conditions tellement particulières. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour les comédiens, c'est qu'on n'a plus la distance qu'il y a entre les spectateurs et une scène. Clémentine est tombée enceinte alors qu'on se connaissait à peine. Durant plus d'1 heure, le spectateur fait office d'oreille indiscrète, affronte sa propre réalité. Si quelqu'un s'en prend encore à moi ou à ma famille, je deviendrai violent. Ce que j'espère susciter chez les gens, c'est un rapport à leurs émotions dans différentes situations, qui peuvent être des situations au quotidien. Donc qu'ils s'observent, qu'ils ressentent, qu'ils voient et qu'ils se sentent vivants en face de nous, comédiens, qui leur jouons des scènes très très différentes. Ce voyage au bout des travers humains se prolonge jusqu'à mi-novembre en gare de Lausanne, avant de faire halte en gare de Genève et de Sierre.